On s'est tous déjà posé la question. Comment une application peut marcher aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur? Eh bien, c'est une sorte de petite magie que Java a rendue possible. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les idées fondamentales derrière cette fameuse promesse. Un code qui peut fonctionner absolument partout. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'un seul et même code peut devenir universel? C'est un vrai casse-tête pour les développeurs, un défi que les créateurs de Java, eux, ont su relever avec brio. Pour vraiment saisir l'innovation de Java, il faut faire un petit bond en arrière. À une époque où les développeurs faisaient face à un choix terrible, soit la performance, soit la portabilité. Mais avoir les deux en même temps, c'était quasi impossible. À ce moment-là, il y avait deux écoles. D'un côté, on avait les sprinters, les langages compilés, comme le C. On traduit tout le code d'un coup pour créer un exécutable ultra rapide. Le problème, ce programme est rigide, il ne fonctionne que sur un seul type de machine. De l'autre côté, on avait les traducteurs simultanés, les langages interprétés. Là, un interpréteur lit le code ligne par ligne, peu importe où il se trouve. C'est incroyablement flexible, super portable, mais ça a un coût. Et ce coût, c'est la vitesse. Le défi était donc là, bien posé. Comment est-ce qu'on pourrait avoir la vitesse de la compilation tout en gardant cette flexibilité, cette portabilité de l'interprétation? C'est pile à cette question que Java va apporter une réponse. Et quelle réponse! Et c'est là que Java entre en scène, avec sa devise devenue légendaire « Write once, run anywhere ». Écrire une fois, exécuter partout. L'idée est juste brillante, parce qu'elle refuse de choisir un camp. Non, à la place, Java va carrément combiner le meilleur des deux approches. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, le code source qu'on écrit n'est pas directement traduit pour un PC ou un Mac. Pas du tout. Il est d'abord compilé dans une sorte de langue intermédiaire universelle, le bytecode. Et c'est là que la magie opère. Ce bytecode, il est ensuite lu par une machine virtuelle Java, la fameuse JVM, qui, elle, se charge de faire le reste du boulot. Le premier ingrédient secret, c'est donc ce fameux bytecode. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte d'espéranto pour les ordinateurs. Ce n'est la langue native de personne, mais tout le monde peut l'apprendre et le comprendre. C'est un code qui est déjà optimisé, à mi-chemin entre notre code lisible et le langage binaire de la machine. Et le deuxième ingrédient, c'est la JVM. C'est elle, notre traducteur universel. Il en existe une spécifique pour Windows, une pour Mac, une autre pour Linux, et chacune sait parfaitement comment prendre ce même bytecode universel et le faire tourner sur sa machine locale. C'est ça, la clé de la portabilité de Java. C'est aussi simple et puissant que ça. Mais attendez, la puissance de Java ne s'arrête pas là. Java a aussi popularisé une manière de structurer le code qui est bien plus intuitive et bien plus modulaire, la programmation orientée objet. Pour bien comprendre, il faut voir la différence. Avant, avec la programmation structurée, on avait d'un côté un tiroir pour les données et de l'autre une boîte à outils séparée pour les fonctions. Ça pouvait vite devenir le bazar. L'approche objet de Java, elle, change tout. On crée des boîtes autonomes, des objets, qui contiennent à la fois leurs propres données et les outils pour travailler avec. Tout est bien rangé. Et pour définir ces objets, on utilise ce qu'on appelle une classe. L'analogie parfaite, c'est celle du plan d'architecte. Une classe, c'est le plan qui décrit très précisément à quoi ressemblera un objet, quelles informations il va contenir et ce qu'il sera capable de faire. Et donc, logiquement, un objet, c'est tout simplement une réalisation concrète de ce plan. C'est une instance de la classe. Si la classe, c'est le plan de la maison, eh bien, un objet, c'est une maison spécifique, bien réelle, avec sa propre adresse, sa propre couleur de peinture. Et à partir du même plan, on peut construire plein de maisons, plein d'objets différents. Bon, assez de théorie. Il est temps de voir à quoi ressemble concrètement un programme Java complet, même le plus simple qui soit. On va passer au grand classique, le Hello World. Le voici. Alors oui, ça peut sembler un peu chargé au premier abord, mais croyez-moi, chaque mot a un rôle bien précis. On va décortiquer ça ensemble, tranquillement. D'abord, public class Hello World. C'est simple, on déclare ici notre classe, notre plan. En Java, tout le code doit obligatoirement vivre à l'intérieur d'une classe. C'est le conteneur principal de notre programme. Ensuite, on a cette ligne qui a l'air un peu compliquée. Public, static, void, main. Pas de panique, il faut juste voir ça comme la porte d'entrée principale de l'immeuble. C'est une convention, c'est obligatoire. Quand la JVM arrive pour lancer le programme, elle cherche très précisément cette porte-là pour savoir par où commencer. Et enfin, l'instruction qui fait vraiment le travail, system.out.println. C'est la commande qui va effectivement dire à l'ordinateur « S'il te plaît, écris Hello World » dans la console.
Le point-virgule à la fin, c'est juste pour dire que l'instruction est terminée. Ok, maintenant qu'on a notre code source, comment on le transforme en un programme qui s'exécute pour de vrai? Eh bien, on revient à notre fameux processus en 2 étapes. Et voici comment on lui donne vie. Première étape, on donne notre fichier au compilateur avec la commande Java. Il ne nous crée pas un programme exécutable classique, non. Il crée ce fameux fichier .class, celui qui contient notre bytecode universel. Deuxième étape, on lance la commande Java. Et ça, c'est le signal pour que la JVM se réveille, prenne notre fichier .class, le lise et exécute notre programme. Et voilà le résultat. Après ces 2 petites étapes, le message s'affiche dans la console. On vient de transformer un simple fichier texte en un programme qui fonctionne. Et le plus fou, c'est que ce programme pourrait maintenant tourner sur n'importe quelle machine qui a une JVM. Au final, tout le secret de Java, il tient dans cette formule toute simple. D'un côté, une compilation intelligente vers un bytecode universel, de l'autre, une exécution locale gérée par la JVM. C'est ce duo qui a résolu le dilemme du programmeur et qui a, soyons honnêtes, complètement changé la donne. Voilà, on vient de voir le mécanisme qui a fait de Java un véritable pilier de la tech pendant des décennies. Maintenant que son secret est dévoilé, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien construire avec? Parce que des applications Android aux systèmes qui gèrent nos banques, tout commence par ces idées-là.